Bonjour et bienvenue dans la deuxième capsule sur l'anxiété de performance. Donc, je vous le rappelle, la première capsule a servi à mettre en place une définition de l'anxiété de performance et on a parlé aussi des manifestations cognitives, émotives, comportementales et physiologiques. Donc, si vous n'avez pas écouté la première capsule et que c'est des informations qui vous intéressent, je vous invite à aller l'écouter en premier parce que c'est beaucoup plus logique que vous l'écoutiez avant celle-ci. Donc, la capsule 2 aujourd'hui va servir à expliquer les causes de l'anxiété de performance. Vous allez voir que c'est plutôt complexe, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de possibilités et on ne peut pas expliquer l'anxiété de performance avec seulement qu'un facteur. Ensuite, je vais vous montrer un schéma que j'ai créé qui vous montre en fait des leviers d'action pour mettre en place un contexte d'apprentissage qui limite les risques d'anxiété de performance. Donc, on ne pourra jamais l'enrayer complètement, mais on peut quand même, par nos stratégies évaluatives, stratégies d'enseignement, par l'attitude que vous avez en classe, vous pouvez réduire les risques que vos étudiants vivent de l'anxiété de performance. Mais vous ne pouvez pas, évidemment, avoir un impact total ou complet à vous seul. Donc, débutons avec les causes donc de l'anxiété de performance. Donc, vous voyez à l'écran un schéma que j'ai fait pour vous montrer un peu les différentes échelles des causes de l'anxiété de performance. Donc, on voit en bleu les causes qui sont plutôt de l'ordre de la société. Je vais les aborder brièvement parce que, bon, ça dépasse mon champ de compétences. On va parler donc, contexte d'apprentissage. Donc, le cercle orange, c'est vraiment celui qui vous concerne davantage. Ensuite, celui de l'entourage en violet. Dans les faits, je vais parler essentiellement de la famille, mais on pourrait parler des amis, des collègues. Chaque personne qui sont vraiment très proches de l'étudiant peuvent avoir aussi un impact sur l'anxiété de performance. Et finalement, les causes plutôt reliées à l'étudiant lui-même. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces causes-là sont multiples, se trouvent à différentes échelles, comme je viens de l'expliquer. Et l'explication de l'augmentation de l'anxiété de performance, elle ne peut pas donc être expliquée par un seul facteur ou même par un seul de ces cercles. C'est un peu la combinaison, l'interaction de tous ces facteurs-là qui peut expliquer l'augmentation de l'anxiété de performance, mais clairement pas un seul facteur pris isolément. Comme enseignant aussi, ce que je veux vous faire réaliser dans ce schéma-là, c'est que c'est pas possible d'enrayer l'anxiété de performance par votre seule intervention. Même si vous faites tous les efforts nécessaires, même si vous faites tout ce qu'il faut, en fait, vous allez voir que les causes de l'anxiété se trouvent à d'autres niveaux, à des éléments sur lesquels vous n'avez pas de contrôle. Donc, on va commencer avec la société ou ce qu'on appelle le macrosystème, donc les valeurs, la culture de la société dans laquelle l'étudiant se trouve. Donc, bien sûr, on est dans une société nord-américaine de performance, d'hyperproductivité où tout nous semble possible avec les technologies, etc. Donc, en elle-même, cette société met de la pression sur l'individu. Donc, on accentue le désir de performance, de puissance, on a presque une obsession de la productivité, de l'efficacité, de la réalisation aussi. Donc, on va mettre de l'avant des modèles de performance, des célébrités spontanées, donc qui vont devenir des modèles de référence pour nos jeunes, qui vont se comparer à ces modèles-là. Un peu dans la même veine, la représentation de la réussite sur les réseaux sociaux. Donc, on le sait, sur les réseaux sociaux, souvent, ce qui est montré, c'est ce qui est très, très positif. Donc, des photos, des belles photos du voyage, les photos des réalisations. Je viens d'aller courir un marathon, je viens de diplômer, j'ai eu mon doctorat, des photos de ses enfants, etc. Donc, c'est vraiment la réussite qu'on met de l'avant dans les réseaux sociaux. Et les études ont montré que souvent, l'utilisation marquée des réseaux sociaux va avoir un impact sur l'anxiété d'un étudiant. Il y a une relation là d'interdépendance, une corrélation. Donc, plusieurs études déjà ont montré cet impact-là des réseaux sociaux sur l'anxiété. C'est rare vraiment dans les réseaux sociaux qu'on va mettre de l'avant les insuccès, les obstacles. On le fait de plus en plus parce que justement, on a pris conscience
de ce que ça pouvait avoir comme impact, mais donc c'est facile pour un jeune étudiant qui n'a pas encore tous les outils de se comparer à des modèles un peu inatteignables, donc une quête de l'idéal inatteignable qui va provenir des réseaux sociaux. Ensuite, il y a le système d'éducation en soi, qui lui-même est basé en grande partie sur le principe de la performance. Donc, on va parler beaucoup de la performance dans le monde scolaire. On va souhaiter de plus en plus que les étudiants fassent des études au cycle supérieur, donc c'est très très valorisé, qu'ils entrent dans des programmes contingentés. On entend souvent parler des programmes de droit, de médecine, etc., comme si uniquement ces programmes existaient souvent. Et il y a beaucoup d'étudiants d'ailleurs qui se sont jamais vraiment posé la question à savoir, est-ce que c'est réellement ça que je veux faire? Il y en a pour qui la médecine c'est l'unique voie possible parce que c'est un peu l'idéal de leurs parents ou c'est eux-mêmes qui ont idéalisé ça parce que ça représente une forme de performance ou de réussite. Mais eux-mêmes ne savent pas vraiment si c'est ce qu'ils veulent. Même comme institution, comme établissement d'enseignement, souvent c'est ce qu'on va mettre de l'avant quand on fait la promotion sur notre site internet par exemple. Donc on va mettre de l'avant les taux de réussite, les taux de diplomation, les admissions dans les programmes contingentés. Donc on contribue d'une certaine manière à cette culture de la performance dans le monde de l'éducation. De la même manière, la cotère est une composante essentielle de cette performance qui fait partie du système d'éducation parce que la cotère n'est que performance, là on s'entend. Donc ça fait que l'étudiant souvent a toute son expérience collégiale se résume à un petit chiffre qui est la cotère, qui va lui permettre ou non d'entrer dans le programme de son choix, souvent un programme contingenté. Donc ça, c'est les facteurs plutôt reliés à la société en tant que telle. Maintenant, ce qui vous concerne davantage, c'est tout ce qui touche le contexte d'apprentissage. Donc le contexte d'apprentissage, c'est quoi? C'est le climat d'apprentissage en classe, c'est les stratégies évaluatives que vous mettez en place, c'est vos stratégies d'enseignement, c'est votre attitude aussi comme enseignant. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels vous avez un certain contrôle. Donc, qu'est-ce qui peut entraîner dans ce contexte d'apprentissage de l'anxiété de performance? D'abord, il y a les attentes élevées ou irréalistes de l'enseignant. Donc, un enseignant qui va avoir tendance à idéaliser ou à exiger la perfection de la part de ses étudiants. Par exemple, il peut être fâché ou déçu quand un étudiant a une mauvaise note et le verbaliser, ou même quand la moyenne à une évaluation de son groupe est très faible. Donc là, il met l'accent sur le fait que ce qui est positif, c'est avoir une bonne note et non nécessairement l'apprentissage. Vous me direz que l'un vient sans l'autre, mais avec l'autre, pardon, mais pas toujours dans les faits. Donc, exigez toujours plus, toujours mieux de vos étudiants sans apprécier l'effort réel qui a été mis. Ça peut contribuer à ce qu'un étudiant développe de l'anxiété de performance. Donc, c'est pas une cause qui va contribuer en elle seule, mais ça fait partie des causes qui peuvent contribuer à l'anxiété de performance. Donc, dans votre rétroaction, quand vous êtes bête, quand un étudiant fait une erreur, ça peut générer chez lui une émotion négative qui fait qu'il va avoir peur de faire une erreur la prochaine fois. Souvent, en fait, ce qui arrive, je me permets un petit commentaire, c'est que l'enseignant va projeter sa propre réussite sur celle de l'étudiant. Donc, il veut que ses étudiants performent parce que ça le valorise lui-même dans ses compétences d'enseignant. Donc, il faut faire attention à cet élément-là parce que ça peut souvent mener à une attitude qui est plutôt autoritaire de la part de l'enseignant avec des attentes vraiment élevées, explicitement élevées, qui mettent de la pression sur l'étudiant. Ensuite, valorisation de la réussite en termes de performance plutôt que d'apprentissage. Ça, c'est un changement qui s'opère difficilement, graduellement chez une personne. Donc déjà, de prendre conscience qu'on valorise la réussite en termes de performance, donc de notes à une évaluation, plutôt qu'en termes d'apprentissage, ça encourage une culture de la performance. Par exemple, si vous avez l'habitude de dire « ça, c'est important pour mon examen ». Mais c'est pas important pour votre examen. Dans les faits, c'est important, point. Pourquoi ils sont à l'école? C'est pour apprendre et non pour avoir des bonnes notes.
Donc, valoriser la performance plutôt que l'effort, l'amélioration ou l'apprentissage, ça a son impact sur l'anxiété de performance. De la même manière, si vous mettez en fait un étudiant sur un piédestal parce qu'il a bien réussi, en lui donnant des récompenses, par exemple, ça peut favoriser l'anxiété à la fois de celui qui a moins bien performé parce qu'il se compare, mais aussi de celui qui a bien performé parce que là, il sent qu'il y a des attentes face à sa prochaine évaluation, qu'il y a donc de la pression de réussite qui pèse sur lui. Ensuite, la diabolisation de l'erreur, donc être intransigeant à l'égard des erreurs dans la rétroaction. Comme je le disais tout à l'heure, souligner l'erreur, être très négatif dans nos commentaires quand un étudiant fait l'erreur, alors que dans les faits, l'erreur, ça devrait faire partie du processus normal d'apprentissage. C'est par l'erreur qu'on apprend. Donc, être fâché quand un étudiant fait une erreur, ben, c'est ne pas considérer que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Donc, il devrait être rendu plus loin, mon étudiant, mais dans les faits, chacun a son rythme et avance au rythme qui lui convient. Par exemple, dire des choses comme « Ah, pourtant c'était facile, là, je comprends pas pourquoi vous l'avez pas eu, c'était vraiment facile. » Ça, c'est négatif pour le bien-être des étudiants. La comparaison constante entre les étudiants, donc les étudiants entre eux, ou mettre en place un climat de compétition. Les deux éléments peuvent contribuer à l'anxiété de performance. Donc, en parlant toujours de la moyenne, donc en comparant les étudiants à cette moyenne-là, en comparant les résultats de deux étudiants ou les performances ou les qualités de deux étudiants, lire les notes d'une personne ou au moment de la remise de l'examen, dire des commentaires à voix haute qui laissent comprendre au reste du groupe que l'étudiant a bien ou moins bien performé. Montrer la courbe normale, ça aussi, c'est un élément qui amène l'étudiant à se comparer à d'autres personnes qu'à lui, alors que ce qui devrait être important, c'est de se comparer à lui-même, donc de comparer une ancienne évaluation à une nouvelle pour voir le progrès. Donc, tout ça, ça peut nuire à ce qu'on appelle le sentiment d'efficacité personnelle de l'étudiant. Je vais y revenir tout à l'heure. Pour ce qui est des activités compétitives, souvent les enseignants les utilisent pour motiver les étudiants. Ça peut être motivant effectivement, mais sous certaines conditions, parce que souvent ce que ça a pour effet, c'est de contribuer à la réussite des plus forts et de nuire à la réussite des plus faibles. Donc j'ai écrit un article dans la revue Pédagogie collégiale qui porte sur la compétition. J'en parlerai pas plus en détail aujourd'hui, mais si jamais ça vous intéresse, ça s'appelle « Est-ce que le meilleur gagne? » Point d'interrogation. Donc, c'est vraiment une réflexion critique sur l'utilisation de la compétition en classe. Je vous amène à réfléchir à des paramètres pour mettre en place des activités compétitives qui ne nuisent pas au sentiment d'efficacité personnelle d'un étudiant. Ensuite, il y a les contextes d'évaluation stressants, qui est un autre élément important du contexte d'apprentissage. Donc, des évaluations très, très difficiles avec beaucoup de contenu. Ça peut augmenter leur caractère stressant. Donc, j'entends des fois des enseignants dire « Moi, je fais une première évaluation vraiment difficile pour faire le ménage, pour envoyer un signal aux étudiants qu'il faut qu'ils travaillent dans mon cours. » Donc, ça, c'est une attitude qui peut générer de l'anxiété de performance, bien sûr. La correction sévère aussi à ces évaluations, si vous corrigez vraiment sévèrement, ça peut nuire au sentiment de contrôle de l'étudiant, ça peut donc le rendre anxieux face aux évaluations. Un problème dans la transparence de vos évaluations, par exemple, il y a des questions pièges, il y a des questions surprises, des évaluations surprises, ils connaissent pas tous les paramètres de leur évaluation. Ça aussi, ça augmente le caractère stressant des évaluations. Et finalement, dernier élément, le nombre élevé d'évaluations. Donc, plusieurs études qui sont mentionnées par Sonia Lupien dans son livre Par amour du stress ont précisé que le nombre d'évaluations a un impact sur l'anxiété et sur la performance des étudiants. Donc, souvent, l'exposition à des examens va être considéré comme un stresseur de l'environnement, donc un stresseur environnemental. Et les étudiants qui anticipent un examen ont souvent tendance à produire des concentrations très élevées d'hormones de stress. Ça démontre donc le potentiel stressant des évaluations. Donc, il faut se demander,
Est-ce que de faire autant d'évaluations, c'est nécessaire dans mon cours? Puis il faut aussi considérer que les jeunes de cette génération-là ne se définissent pas juste par leur réussite scolaire. Ils se définissent aussi par tout ce qu'il y a autour. Le parascolaire, le périscolaire, le travail, le sport, le cercle social. Donc, ils ont beaucoup d'autres choses en plus donc de ce qu'ils font dans votre cours. Donc, il faut aussi le considérer, ça fait partie de leur charge de travail. Ensuite, on va passer donc à l'entourage, donc le cercle violet, avec donc les attentes élevées ou irréalistes, même, voire irréalistes, des parents. Donc, dans cette section-là, je vais parler essentiellement de la famille, mais tout le monde dans l'entourage peut avoir un impact. Mais c'est vraiment les parents qui ont le plus d'impact sur finalement l'anxiété de performance de leur enfant. Encore plus que le contexte d'apprentissage. Donc d'abord, les attentes élevées des parents, un peu comme les attentes élevées des enseignants, peuvent contribuer à l'anxiété de performance des étudiants. Donc là, certains parents qui encouragent indirectement leur enfant à penser l'évaluation en mode dichotomique, c'est-à-dire échec ou réussite, et non en fonction de l'apprentissage qu'ils vont faire. Donc eux-mêmes ont ce modèle de pensée-là qu'ils transmettent à leur enfant. Certains encouragent ou accordent une grande importance à la compétition, vont se définir par la performance et ça va teinter en fait finalement la réalité des étudiants. Ça peut aussi donner l'impression à l'étudiant, à l'enfant en fait, que leurs parents ont un amour conditionnel. Donc un amour qui n'existe que si l'étudiant performe. Donc si l'étudiant arrête de performer, ses parents vont arrêter de l'aimer. Donc ça c'est quand même fréquent. Donc l'étudiant va se définir comme un résultat plutôt que comme un individu qui est en processus d'apprentissage. Donc ça contribue beaucoup à l'anxiété de performance. Donc, on va le voir des fois, des exigences tellement élevées des parents, par exemple des étudiants qui s'en vont dans un programme qui est imposé par leurs parents. Donc, c'est la volonté de leurs parents, ils répondent à la volonté de leurs parents. La lignée familiale ultra performante aussi. Donc, on va voir des fois des lignées où tous les frères et sœurs, les parents, les grands-parents ont fait un doctorat ou sont tous des médecins. Donc ça va amener aussi l'étudiant à se mettre de la pression pour réussir autant, donc, ou sous la même forme. Donc, un étudiant qui voudra ne pas aller en médecine alors que ses deux parents sont des médecins, ça peut être mal perçu, donc il va se mettre plus de pression lui-même. Donc, il peut idéaliser, en fait, les membres de sa famille. Un peu dans la même veine, la comparaison entre les membres de la fratrie. Donc, ça peut être entre eux-mêmes, c'est pas nécessairement par les parents, mais un frère ou une sœur peut se comparer avantageusement à un autre frère pour se remonter, mais ça tape sur le clou pour celui qui est plus faible, peut-être. Donc, il a l'impression que ses compétences sont moins importantes. Donc, vraiment, la comparaison, c'est un élément central de l'anxiété de performance. Des fois, c'est les parents eux-mêmes qui font ça. Donc, ils vont valoriser les performances d'un de leurs enfants au détriment d'un autre. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles vous, comme enseignant, vous n'avez pas le contrôle. Il y a aussi les modèles familiaux anxieux. Donc, les études ont montré que des parents eux-mêmes anxieux encourage involontairement ce type de comportement chez l'enfant. Donc ça, c'est vraiment un élément central. Donc, c'est sûr que si l'enfant voit que ses parents considèrent plein d'éléments comme des menaces, lui-même, il va intérioriser que ces éléments-là sont des menaces. Donc, c'est la même chose pour l'anxiété de performance. Donc, l'adulte, par exemple, qui gravite autour du jeune, que ce soit le parent ou bien d'autres personnes, l'enseignant, entre autres, si lui-même est anxieux, ça peut avoir un effet sur l'étudiant. Donc, celui qui travaille, donc l'adulte qui travaille vraiment à améliorer sa propre anxiété et à mieux se comprendre lui-même,
va être d'une meilleure aide pour un étudiant qui est coincé, qui est aux prises avec de l'anxiété de performance. Finalement, donc, les facteurs reliés à l'étudiant lui-même, donc tous ceux qui sont ici, parce que bien sûr, il y a des éléments qui proviennent de l'individu lui-même, donc une prédisposition à l'anxiété. Il y a des personnes qui naissent avec un fond anxieux, qui ont tendance à être plus nerveux, plus réactifs à ce qui se passe autour d'eux. Donc ça relève vraiment de la psyché de l'étudiant lui-même. Une faible estime de soi ou un sentiment d'efficacité personnelle plus faible. Je vais le mentionner très très vite ici parce que la prochaine diapo, je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est le sentiment d'efficacité personnelle et qu'est-ce qui contribue à le modifier, soit positivement ou négativement. Et donc pour l'instant, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est le jugement qu'a une personne en sa capacité à réaliser une tâche donnée. Donc c'est sûr que une personne qui a un faible sentiment d'efficacité personnelle risque de vivre plus d'anxiété de performance. Il y a également une panoplie de croyances erronées ou de pensées irrationnelles en lien avec l'évaluation. Donc, l'étudiant peut avoir. Et bien sûr, ça peut provenir de la société, du contexte d'apprentissage, de l'entourage, mais je l'ai mis dans la bulle de l'étudiant parce que quand votre étudiant arrive dans votre classe, il arrive avec ces croyances-là, déjà d'emblée. Donc, par exemple, la pensée du tout ou rien. Donc, les gens qui polarisent beaucoup, donc c'est tout bon ou c'est tout mal. Les généralisations, les scénarios catastrophiques, on l'a vu dans la première capsule. Parfois, ça fait partie, c'est inné pour l'étudiant. Donc, la conviction que l'échec serait insupportable. Il y en a pour qui vraiment un échec, c'est insupportable. L'idée d'un échec est insupportable. Donc, l'entretien d'idéaux de réussite qui sont vraiment très élevés, c'est une autre croyance ou une pensée irrationnelle. Voir la réussite sur un plan quantitatif, des notes, le diplôme, plutôt que comme de l'apprentissage. Donc ça, c'est d'autres pensées irrationnelles qui peuvent contribuer à l'anxiété de performance. La rivalité développementale, en fait, c'est une autre croyance, mais que j'ai mis à part parce qu'elle est quand même importante. Un jeune peut avoir le sentiment, en fait, que quelqu'un qu'il considère important, souvent un ami, par exemple, un frère, une sœur, donc quelqu'un qu'il considère important, s'il performe à côté de lui, ça le diminue ou ça lui enlève quelque chose. Comme si... En fait, la performance de l'autre lui renvoie un sentiment d'être moindre. Donc, il peut y avoir deux personnes, bien sûr, compétentes côte à côte, mais pour un étudiant, certains étudiants, c'est plus difficile à concevoir. Donc, il y a un sentiment de comparaison à la baisse, donc se diminue par rapport aux autres en situation de performance. Souvent, ces étudiants-là vont ressentir de la colère, de la jalousie, de la rivalité, de l'anxiété, bien sûr. Finalement, la poursuite de buts de performance, ça aussi je vais l'expliquer dans une future diapositive. Pour l'instant, je vais me contenter de dire qu'il y a deux types de buts, les buts de performance et les buts de maîtrise. Et un étudiant qui décide, donc qui poursuit des buts de performance, risque plus d'être au prix avec l'anxiété de performance. Donc, il va vouloir obtenir une récompense ou éviter une conséquence négative finalement s'il performe mal dans une évaluation. Donc, je vous disais, je vais préciser un peu le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, les travaux de Bandura en 2003 ont fait émerger 4 sources du sentiment d'efficacité personnelle. La première source, c'est la maîtrise personnelle. Donc, plus une personne va vivre du succès dans une tâche donnée, plus elle va être amenée à croire en ses capacités pour cette même tâche. Donc, le sentiment d'efficacité personnelle, il est relié à une tâche précise. Contrairement à l'estime de soi, qui est plus générale, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est dans une situation précise. Donc, tu peux avoir un fort sentiment d'efficacité personnelle pour une tâche et un très faible pour une autre. Et il est très influençable, changeant ce sentiment d'efficacité personnelle. Donc, une personne qui a eu des réussites dans cette même tâche va les voir comme les prochains, comme des défis réalisables.
va avoir un meilleur sentiment d'efficacité personnelle, mais si elle a vécu des échecs précédemment dans cette même tâche-là, ben, ça peut amenuiser son sentiment d'efficacité personnelle. Ensuite, il y a l'état physiologique et émotionnel. Donc, si une personne associe une émotion vraiment désagréable à l'évaluation, par exemple parce que c'était une évaluation très très difficile, stressante, qui lui a généré de l'anxiété de performance ou elle a mal performé, ben, elle va associer cette même émotion-là à la prochaine évaluation du même style, ce qui va diminuer son sentiment de compétence et son sentiment d'efficacité personnelle. L'apprentissage social, c'est qu'en fait, une personne va construire ses croyances au sujet de son efficacité, son sentiment d'efficacité personnelle, pas juste en fonction de ses propres expériences, mais en fonction aussi des expériences de réussite des autres. Elle va se comparer. Et ça, c'est un élément fondamental dans l'anxiété de performance. Ce qui fait qu'une personne peut avoir un fort sentiment d'efficacité personnelle parce qu'elle a eu 80% dans son évaluation. Finalement, quand elle apprend que la moyenne du groupe, c'est 90%, son sentiment d'efficacité personnelle pourrait diminuer. Donc, deux étudiants qui ont à peu près les mêmes compétences, un qui se retrouverait dans un groupe très fort va avoir un plus faible sentiment d'efficacité personnelle qu'un étudiant qui va se retrouver dans un groupe qui est plutôt faible. Bon, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a d'autres facteurs, on ne peut pas les prendre isolément, mais pour vous résumer grossièrement, c'est un peu l'impact que ça peut avoir. Finalement, la persuasion par autrui. Donc, c'est plus facile pour quelqu'un de maintenir un fort sentiment d'efficacité personnelle quand il est confronté à des difficultés s'il y a quelqu'un, un individu significatif autour de lui, ses parents, ses enseignants, des amis, qui lui expriment leur confiance dans ses capacités. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec la méta-analyse de Hattie qui a été faite en 2009 où il a tenté d'identifier des facteurs qui influencent positivement la réussite ou négativement dans les faits. Et la composante qui a le plus d'effet sur les succès scolaires d'un étudiant, c'est la confiance qu'a un professeur envers ses capacités. Donc, c'est important pour vous d'apprendre à faire confiance aussi à vos étudiants. Bien sûr, ils méritent votre confiance, mais sachant que ça a un impact, le verbaliser, l'extérioriser davantage, ça peut aider à ce que l'étudiant développe un fort sentiment d'efficacité personnelle. Autre élément, les buts scolaires. Donc, deux types de buts scolaires. C'est Dweck en 1989 qui, pour la première fois, a fait cette distinction. Après, bon, il y a d'autres catégorisations plus complexes. J'ai gardé la plus simple pour le bien de cette capsule. Donc, deux types de buts scolaires quand un étudiant accomplit une tâche d'apprentissage. D'abord, on a le but de performance où l'étudiant va vouloir... va ressentir le besoin de démontrer ses capacités et ses compétences. Il va vouloir avoir une évaluation positive qui va viser en fait à ce qu'il réussisse mieux que les autres. Donc, il va juger sa réussite de manière socio-référencée, c'est-à-dire en se comparant avec la perception des autres. Alors que ceux qui poursuivent des buts de maîtrise ont envie, ont un désir véritable d'apprendre ou de maîtriser une tâche parce que ça les intéresse, parce que c'est en phase avec leurs valeurs, parce que ça fait... en fait, ils comprennent l'utilité de ce qu'ils apprennent pour leur futur. Donc, ces étudiants qui ont des buts de maîtrise vont avoir une réussite qui est auto-référencée, c'est-à-dire qui se concentre sur leur propre perception. Donc, je pense que vous me voyez venir, mais bien sûr, avoir des buts de performance, ça contribue au sentiment d'efficacité personnelle. Avoir des buts de maîtrise, au contraire, ça peut diminuer le sentiment, la possibilité de générer de l'anxiété de performance. Pardon. Donc, le jeune va ressentir plus de pression, plus d'anxiété de performance s'il vise, par exemple, à obtenir de l'attention positive, de l'admiration, des trophées, des bonnes notes, des médailles, être le meilleur, éviter des conséquences négatives comme des représailles, un changement de programme parce qu'il performe moins bien, éviter un sentiment de culpabilité ou de honte, si donc c'est quelqu'un qui a de la difficulté à tolérer l'échec, son ego se sent menacé, pour faire plaisir à quelqu'un, en particulier les parents, mais des fois ça peut être des amis,
l'entraîneur, etc., un enseignant, bien sûr, ou à réussir ce qu'un parent n'a pas réussi. Donc ça, c'est tous des motivations qu'on pourrait qualifier d'extrinsèques, mais qui sont en fait plus reliées au but de performance qu'au but de maîtrise. Donc, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de causes de l'anxiété de performance sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Par contre, bien sûr, tout ce qui touche le contexte d'apprentissage, c'est en grande partie contrôlé par vous, du moins dans votre classe. Donc, vous pouvez influencer l'étudiant aussi sur ses propres valeurs, ses propres croyances en lien avec l'évaluation. Donc, dans la prochaine diapo, je vais vous proposer de nombreuses pistes d'action et je ne veux pas vous faire peur parce que vous n'avez pas besoin de faire tout ça. L'idée, c'est plus de vous donner des exemples, des éléments sur lesquels vous avez un contrôle et s'il y en a une, deux, trois de ces stratégies que vous mettez en place, déjà, ça peut faire une énorme différence. Donc, pardon, je vois que ma caméra était mal placée tout ce temps. J'espère que ça ne vous a pas trop coupé la vue. Donc, l'anxiété, réduire les risques d'anxiété de performance, comment ça se fait? Bien, on va utiliser une approche inclusive. C'est-à-dire que ne faut pas s'adapter à chacun des étudiants qui font de l'anxiété. On veut mettre en place un contexte d'apprentissage qui réduit les risques d'anxiété de performance de tous, parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri non plus de l'anxiété de performance. Donc, pour mettre en place un contexte d'apprentissage propice à réduire l'anxiété de performance, j'ai identifié 6 leviers d'action, 6 stratégies qui elles-mêmes ont des stratégies concrètes que vous pouvez mettre en place. Juste me tasser un petit peu. Donc, la légende intéressante, c'est que j'ai voulu mettre de l'avant, mettre l'accent sur ce qui peut contribuer à augmenter le sentiment d'efficacité personnelle des étudiants. Donc, on l'a vu, qui est un élément central dans l'anxiété de performance, et ce qui peut contribuer à ce que l'étudiant poursuive plutôt des buts de maîtrise au lieu de buts de performance. Encore une fois, ça joue beaucoup sur l'anxiété de performance. Donc, ce qui est en jaune peut contribuer à augmenter le sentiment d'efficacité personnelle. Ce qui est en orange contribue à ce que l'étudiant poursuive des buts de maîtrise. Donc ici, bien sûr, ça veut dire que ça contribue aux deux à la fois. Donc, on va commencer ici et on va faire aller dans le sens de l'horloge. Première chose, favoriser, mettre en place une culture de la demande d'aide. Donc, comme enseignant, vous pouvez faire partie de ce changement de culture, bien que ça dépasse votre simple champ d'action, évidemment. Mais donc, ce que vous pouvez faire en classe pour favoriser cette culture de la demande d'aide, c'est d'abord faire preuve de bienveillance, d'écoute, d'ouverture, dans les limites de votre rôle. Parce que c'est pas dans votre tâche non plus de faire de l'accompagnement, de la thérapie avec vos étudiants. Par contre, sachant qu'ils ont naturellement tendance à vous en parler, ça serait bien de faire preuve d'ouverture, de bienveillance dans les échanges que vous avez avec eux. Mais vous devez aussi respecter vos propres limites. Parce qu'il y en a pour qui ça, c'est quelque chose de plus difficile, puis c'est correct, il faut respecter vos propres limites. Quand un jeune vient vous voir, vous parler de son anxiété, par exemple, il vous dit « Ah, l'examen de mi-session dans votre cours, je le trouve vraiment stressant », ce qu'il faut éviter, c'est de chercher à le convaincre que c'est dans sa tête, qu'il n'y a pas raison d'avoir peur. « Ah ben non, mon examen est super facile, là, tu t'inquiètes pour rien, ça sert à rien que tu fasses de l'anxiété. » C'est pas comme ça que ça marche dans la tête de quelqu'un. Donc, il faut être empathique, rester à l'écoute, et peut-être l'amener à identifier ce sur quoi il a le contrôle en vue de l'évaluation. On y reviendra plus tard. Ensuite, favoriser le dialogue ouvert sur l'anxiété. Donc, nommer le stress, l'anxiété à l'approche des examens. Donc, faites-le, verbalisez-le. Donc, permettez une communication ouverte sur l'anxiété. Donc, laissez les étudiants, par exemple, nommer leurs inquiétudes, leurs préoccupations en début de session ou avant les évaluations, à la mi-session, à la fin de la session, peu importe, quand vous jugez que c'est le plus pertinent. Donc, écoutez-les, puis vous pouvez les relativiser, bien sûr, mais il ne faut pas les banaliser, comme je l'ai dit précédemment. Donc, instaurer un bon climat de groupe dès le départ.
On écoute, on accueille les peurs, les inquiétudes de tout le monde, donc individuellement et du groupe de manière générale. Ensuite, prendre au sérieux les manifestations de l'anxiété. Ça implique d'abord de les connaître, ces manifestations. Donc, si vous n'avez pas vu la capsule 1 et que vous n'êtes pas en mesure d'identifier les manifestations de l'anxiété, je vous invite à l'écouter parce que bien sûr, on a fait le tour des manifestations les plus fréquentes. Donc, encourager les étudiants à prendre eux-mêmes au sérieux leurs manifestations d'anxiété. Les inviter à consulter les ressources d'aide qui sont offertes dans votre établissement. Donc, il faut connaître ces mesures, ces ressources d'aide, bien sûr, qui sont disponibles. Celles dans votre établissement, celles à l'extérieur, ça ne fait pas partie de votre mandat. En référant aux ressources internes, eux-mêmes se chargeront de référer aux ressources externes. Selon Sonia Lupien, j'ai trouvé intéressant, pour elle, l'anxiété de performance, c'est assez facile à traiter en thérapie. Ça consiste à ce que l'étudiant pense différemment quand il se trouve dans des situations d'évaluation. Je vous dis ça parce que dans le fond, si vous référez des étudiants à des ressources d'aide et qu'ils vont effectivement les consulter, ça se peut que vous ayez un gros impact sur leur futur parce que ça se peut que ce soit facilement réglable comme problème. Comme enseignant, mais vous-même, vous devez les prendre au sérieux aussi, ces manifestations, pas juste vos étudiants. Ça veut dire, il ne faut pas dire que vos étudiants doivent se renforcer. C'était pas comme ça avant. On l'a vu, les causes dans la diapo précédente. Il y en a plein, puis il y en a plein qui expliquent que c'était pas comme ça avant et que ce l'est maintenant. Donc, il ne faut pas banaliser. Il faut les prendre au sérieux. Deuxième levier d'action, c'est valoriser l'apprentissage plutôt que la performance. Donc ça, c'est un changement qui s'opère graduellement chez une personne parce que c'est un patron qu'on a intégré depuis bien longtemps. Donc, il faut, à travers ça, on peut encourager l'étudiant lui-même à poursuivre des buts de maîtrise. Si, comme enseignant, c'est ce que vous faites, bien, vous avez plus de chances que l'étudiant le fasse lui-même. Il ne faut pas perdre de vue que le dépassement de soi, ça vise surtout à se réaliser, à se développer comme personne et non à performer. Donc, comment vous pouvez faire ça? Valoriser l'apprentissage plutôt que la performance. Miser sur l'utilité perçue de votre cours. En fait, mettre l'accent sur l'utilité perçue de votre cours. Ça veut dire quoi? Bien, l'utilité perçue, c'est un des facteurs qui favorise la motivation intrinsèque des étudiants. Donc, valorisez davantage les apprentissages pour motiver vos étudiants parce que le contenu que vous enseignez est utile pour leur futur. Par exemple, donc je le disais, au lieu de dire c'est important pour votre examen, c'est important pour passer le cours, expliquez pourquoi ce que vous enseignez est important à long terme. Pourquoi les compétences qu'ils développent dans votre cours peuvent leur servir. C'est beaucoup plus facile dans le cas d'une technique ou d'une AEC parce qu'on peut faire le lien avec leur future profession. C'est un défi supplémentaire en formation générale ou dans un programme préuniversitaire comme les sciences humaines, sciences de la nature, mais c'est possible. Donc, essayez vous-même de vous demander à quoi ça sert ce que j'enseigne à mes étudiants. Demandez-leur à quoi vous pensez que ça sert un cours d'histoire, un cours de philosophie. Et prenez le temps vraiment de leur expliquer en quoi c'est des compétences utiles pour leur futur. Par exemple, dans un cours de philosophie, ben, vous pouvez leur expliquer que ça va leur permettre d'apprendre à défendre leurs idées, à structurer leur raisonnement, à nuancer leur vision du monde. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent leur servir, peu importe la profession qu'ils vont faire. Donc, mettre l'accent sur l'utilité perçue dans un premier temps en expliquant à quoi ça va servir, c'est une bonne idée. Vous pouvez aussi favoriser un apprentissage par le plaisir, un enseignement ludique. Donc, vous inspirez aussi de ce qui les intéresse, alimenter leur curiosité. Donc, essayez de réfléchir votre cours de cette manière-là. Donc, revaloriser aussi la motivation. Pourquoi ils se sont inscrits dans leur programme de sciences humaines, par exemple? Qu'est-ce qui t'intéressait au départ? Qu'est-ce qui te motivait? Essayez de les ramener à retrouver ce plaisir-là. Bon, des fois, ils vont vous dire j'ai décidé d'aller en sciences de la nature parce que je voulais m'ouvrir toutes les portes, puis je vais aller en médecine. Donc là, peut-être qu'à ce moment-là, ça fonctionne moins bien. Mais pour certains étudiants, ça peut avoir un effet.
Autre manière de valoriser l'apprentissage, ben, c'est de mettre l'accent sur les améliorations, les efforts. Bon, bien sûr, dans une approche par compétence, c'est pas ce qu'on évalue, l'effort que l'étudiant va mettre. On évalue le niveau d'atteinte de la compétence à la fin du cours. Mais on peut, au fil de la session, mettre l'accent sur ses efforts, ses améliorations. Donc, ça peut se faire de plusieurs manières et donc, par exemple, amener l'étudiant à voir ses améliorations, à voir son apprentissage en termes de progrès, prêter plus d'attention à l'effort fourni qu'aux résultats, mettre l'accent sur les qualités, les forces du jeune, parce que c'est des éléments qui vont perdurer dans le temps. Vous pouvez aussi relativiser l'importance des notes pour l'avenir, donc un peu amoindrir l'importance des notes. Il n'y a pas un seul chemin qui mène à Rome. Là. Ils n'ont pas besoin de tous être des ultra-performants au collégial. Il y a plusieurs chemins pour se rendre finalement à la destination, leur objectif final. Autre élément, donc troisième levier d'action, centrer les étudiants sur leur propre réussite. Ça peut être difficile parce qu'ils ont souvent tendance à se comparer. On a parlé de la cotère. Ça teint toute l'expérience collégiale. Mais déjà, vous pouvez ne pas contribuer à ce qu'un étudiant se compare. Et vous pouvez d'ailleurs, quand vous voyez qu'ils se comparent à d'autres étudiants, les ramener sur leur propre progression. Donc d'abord, arrêtez de parler de la moyenne. Donc arrêtez de la mentionner. Ça sert à rien, en fait, de la mentionner, cette moyenne-là. Vous pouvez même arrêter de l'afficher sur les A. Vous avez l'option de ne pas l'afficher sur les A. Vous allez avoir des critiques, des demandes incessantes au début, mais ils vont s'habituer. Donc, il faut avoir le courage de le faire aussi. Arrêtez de comparer les résultats, les performances d'étudiants entre eux. Donc, ne pas cibler les étudiants comme étant les plus forts, d'autres comme étant les plus faibles. Faites attention aux activités compétitives, on en a déjà parlé. Donc, ça, c'est des éléments. J'ai déjà mentionné quelques pistes d'action déjà quand on a parlé des causes. Ensuite, amenez vos étudiants à se fixer des cibles personnelles et réalistes. Donc, et surtout, on va leur demander de se fixer des cibles qui sont axées sur la maîtrise et non sur la performance. Hein? On revient avec l'idée de développer chez vos étudiants l'habitude de poursuivre des buts de maîtrise et non des buts de performance. Donc, évitez que l'objectif de l'étudiant, par exemple, ce soit d'avoir une bonne note, d'augmenter sa note de 10% ou de passer le cours. Déjà, d'augmenter sa note de quelques pourcents, déjà, ça valorise l'amélioration, mais on essaie plus de mettre des objectifs de maîtrise de certains éléments de la compétence, par exemple. Ça peut se faire à plusieurs étapes. Entre autres, 2 étapes classiques, c'est après une évaluation diagnostique que vous feriez en début de session. Parfois, donc, cette évaluation-là peut vous emmener à voir qui a plus de difficultés, qui a moins de difficultés, ou à connaître vos étudiants, mais vous pouvez leur demander de se fixer un but dès le départ, au début de la session. Ça peut être aussi après une évaluation sommative. Donc, en vue de la prochaine évaluation sommative, vous pouvez dire à l'étudiant, par exemple, après votre examen intra, fixez-vous un but, par exemple, étudier plus, utiliser des meilleures stratégies d'études, etc., en vue de l'épreuve finale. Ensuite, favoriser une pédagogie de l'erreur. Il faut essayer de voir l'erreur comme une composante normale du processus d'apprentissage. Dans une pensée plus traditionnelle, l'erreur, on l'oppose à la vérité. Donc, c'est perçu négativement. Ça fait référence, en fait, à ce qui n'est pas su par l'étudiant, ce qui n'est pas acquis par l'étudiant. Et souvent, on la perçoit donc négativement. Elle a une cause, un manque d'effort, un manque d'attention de l'étudiant, un manque d'études, etc. Donc, ça sous-tend une vision qui est négative de l'erreur, alors qu'elle devrait être valorisée parce que l'erreur, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, souvent, par exemple, quand on évalue, on va souligner les erreurs, tout simplement. Donc, l'apprentissage, ce n'est pas un processus qui est linéaire. Ça se passe par essai-erreur, justement, par tâtonnement, par des petits échecs,
qui vont nous permettre de s'orienter vers un meilleur chemin la prochaine fois. Donc, on apprend de nos erreurs et le droit à l'erreur doit être reconnu chez vos étudiants, doit être pris en compte. Donc, de travailler sur l'erreur, ça va vous permettre d'instaurer aussi un climat de confiance avec vos étudiants, puisque l'erreur va devenir un moyen de construction des savoirs. Ils vont savoir que c'est sécuritaire, je peux faire des erreurs dans ce contexte-là, et ça fait partie normale de mon apprentissage. Donc, vous devez d'abord le concevoir vous-même comme une composante normale du processus d'apprentissage, mais l'expliquer aussi aux étudiants. Les amener à voir l'erreur différemment, à arrêter de la diaboliser. Et vous pouvez leur dire d'ailleurs que c'est normal qu'ils ne sachent pas tout en entrant au collégial, qu'ils sont dans votre cours pour apprendre des choses. Ce serait même un peu triste s'ils connaissaient tout dès le départ. Donc, les erreurs, c'est normal. Et si on veut donc valoriser l'erreur comme une composante du processus d'apprentissage, il faut bien sûr prévoir des évaluations qui laissent place à l'erreur. Donc, on va éviter, par exemple, des questions qui mènent à une évaluation dichotomique réussite-échec, comme des questions à choix multiples, des vrais ou faux, des réponses courtes sans justification, parce que dans ce cas-ci, l'étudiant n'a pas de place à l'erreur. S'il fait une erreur, il perd tous ses points. Alors que si ces questions-là intégraient de la justification, une explication, l'étudiant a un meilleur sentiment de contrôle. Ça peut aussi vouloir dire de mettre en place des évaluations formatives. Vous allez voir, les évaluations formatives, ça revient souvent dans les prochaines catégories. C'est vraiment un élément important pour diminuer l'anxiété de performance des étudiants. Ça leur permet d'identifier les difficultés et de les retravailler. Donc, essayez de voir aussi l'évaluation dans une vision étapiste, une étape à la fois. Plutôt que, là, on évalue tout ce que vous savez à un stade avancé, on va évaluer au fil du temps par une évaluation formative ou sommative, tout dépendant. Vous pouvez aussi amener les étudiants, après qu'ils aient reçu leur rétroaction, leur examen, par exemple, à retravailler leurs erreurs. Je sais qu'il y en a qui le font, par exemple, dans des dissertations. Donc, les étudiants doivent corriger leurs fautes. Donc ça, c'est une manière aussi de mettre l'accent sur l'amélioration, sur le fait que l'erreur, ça se retravaille. C'est pas une finalité. Ensuite, réduire le caractère stressant des évaluations. Donc, on en a parlé. Souvent, les étudiants qui sont fatigués, qui sont surchargés, sont plus à risque d'anxiété de performance. Donc, comment on peut réduire le caractère stressant des évaluations? Comment faire en sorte que l'évaluation en soi soit moins stressante pour les étudiants? D'abord, on peut mieux les préparer en vue des évaluations. Donc, encore une fois, je répète, bien sûr, les évaluations formatives permettent de bien les évaluer, de bien les préparer, pardon. Donc, ça peut être des pratiques d'examen, mais ça peut être aussi des activités d'apprentissage. Une évaluation formative, c'est pas nécessairement une pratique d'examen. Si une évaluation est généralement moins bien réussie, vous le savez, là. Donc, vous savez que session après session, cette évaluation-là est mal réussie, plutôt que de le dire aux étudiants, pourquoi pas les préparer davantage ou vous demander si elle a besoin d'être aussi difficile pour évaluer la compétence du cours. Donc, est-ce qu'elle a raison d'être aussi difficile, cette évaluation? Vous pouvez aussi donner des attentes claires, des attentes précises à vos étudiants, par exemple, des exemples de travaux de d'autres sessions pour qu'ils puissent donc mieux être préparés pour les évaluations. Donc, en gros, il faut faire en sorte que l'étudiant n'ait pas l'impression d'affronter pour la première fois le type d'évaluation qu'il retrouve, le type de tâche qu'il retrouve dans ses évaluations sommatives. Donc, le fait d'avoir déjà réussi, même partiellement, une tâche qui est semblable, peut augmenter son sentiment d'efficacité personnelle. Réduire le nombre d'évaluations, je le disais tout à l'heure, un étudiant fatigué est plus à risque de développer de l'anxiété. Donc, on peut se demander, est-ce que toutes mes évaluations sont nécessaires pour évaluer le niveau de compétence du cours? Donc, pensez à réduire ces évaluations. Par contre, bien sûr, il ne faut pas non plus des évaluations qui ont des pondérations extrêmement élevées, parce que ça aussi, ça ajoute au caractère stressant. Donc, il faut trouver un juste équilibre, mais se demander, est-ce que toutes mes évaluations sont nécessaires? Donc, on pourrait peut-être remplacer certaines évaluations par des évaluations formatives au lieu de les faire de manière sommative.
mais bien sûr, je comprends que la motivation des étudiants pour des évaluations formatives est parfois un peu moins présente. Vous pouvez aussi vous concerter avec d'autres enseignants pour éviter que toutes vos évaluations soient en même temps. Dans certains programmes, c'est facile, dans d'autres, c'est plus complexe, je l'imagine, mais quand c'est un contexte qui est propice à le faire, c'est une bonne idée déjà d'essayer de disperser les évaluations dans la session. Dernier levier d'action, développer la confiance. Ah, pardon, j'ai oublié, miser sur la transparence des évaluations. Ça, c'est un autre élément important. Donner les critères de correction à l'avance. Des grilles de correction même. Vous pouvez demander à l'étudiant de s'auto-évaluer avec cette grille de correction. On évite les tests surprises ou un test avec un délai de préparation qui est tellement réduit que l'étudiant ne se sent pas prêt pour l'évaluation et donc il vit de l'anxiété. Donc la simple anticipation d'une évaluation à une date inconnue par son caractère imprévisible va en elle-même générer de l'anxiété de performance. Donc il faut faire attention à ça. Des attentes, structures, des objectifs clairs. Plus votre évaluation est transparente, moins il y a de risques d'anxiété. Donc, on arrive finalement, pour vrai cette fois-ci, au dernier élément, donc dernier levier d'action, développer la confiance de l'étudiant quant à sa réussite. Donc, ça revient essentiellement à augmenter le sentiment d'efficacité personnelle de l'étudiant, mais je vous donne des stratégies plus concrètes. Donc, développer la confiance de l'étudiant, c'est aussi lui permettre d'identifier ses forces. Donc, évitez dans votre rétroaction de souligner juste les éléments à améliorer, mais également souligner les forces de l'étudiant ou amenez-les à les identifier lui-même. Ça aussi, ça peut être efficace. Donc, il faut qu'il comprenne mieux ses forces et ses vulnérabilités. Vous pouvez aussi lui faire réaliser qu'il maîtrise des choses, qu'il connaît des choses. Parfois, vous allez voir des étudiants qui arrivent dans votre bureau et qui vous disent « Je comprends rien ». Mais dans les faits, ils comprennent la grosse majorité. Donc, ramenez-les, faites-leur réaliser qu'ils comprennent des choses. Ça paraît tout simple, mais dans les faits, des fois, c'est pas si simple dans la tête. Augmenter le sentiment de contrôle des étudiants, donc faire des évaluations formatives. Encore une fois, j'y reviens, on y revient toujours. Donc, pour les rassurer quant à ses capacités, s'il a bien réussi son évaluation formative, il devrait bien réussir son évaluation sommative. Donc, c'est une manière d'augmenter le sentiment d'efficacité personnelle. Le responsabiliser dans ses apprentissages, augmenter son sentiment de contrôle, ça peut se faire via un questionnaire d'attribution causale, un questionnaire de métacognition qui est fait à la fin d'une évaluation, par exemple, ou lorsqu'il reçoit sa rétroaction. Une bonne rétroaction aussi peut lui permettre de détecter ce qu'il peut améliorer, comment il peut le faire aussi. Des remises intermédiaires, par exemple un portfolio plutôt qu'un gros travail, ça peut augmenter son sentiment de contrôle. Son sentiment de contrôle, ça peut aussi être bonifié par l'enseignement explicite de stratégies d'études. Parfois, ils n'ont pas les bonnes stratégies d'études, notamment en début de parcours collégial, parce que la transition entre le secondaire et le collégial, souvent, va amener aussi un changement dans les méthodes d'études, donc la mémorisation versus la compréhension de la matière. Donc, on est dans des niveaux taxonomiques plus élevés. Donner du contrôle aux jeunes, ça peut aussi être de leur donner des choix, un choix de format de remise du travail. Plusieurs travaux peuvent choisir parmi celles-ci, mais bien sûr, ça demande plus d'organisation et de préparation. Ensuite, dernier élément de ce schéma, amenez graduellement les étudiants à se réaliser dans votre cours. Attention à ne pas enfermer vos étudiants dans leur diagnostic. Donc, il ne faut pas que leur diagnostic leur permette de justifier des comportements d'évitement, de fuite, de surinvestissement, par exemple. Il faut être conscient quand un jeune fait de l'anxiété que c'est un trouble. Il ne faut pas que ça définisse comme personne. Il ne faut pas qu'il croie qu'il y a un problème qui l'empêche de fonctionner normalement. Il faut que l'anxiété soit comprise comme un défi qui fait partie du développement de l'individu. Donc, quand un jeune vit de l'anxiété, on va l'aider beaucoup plus en lui montrant ce sur quoi il a le contrôle et ce qu'il est capable de faire que quand lui permettant de ne pas faire sa présentation orale, par exemple. Parce que la prochaine fois qu'il va faire une présentation orale, il va avoir, là, ça va générer encore plus d'anxiété. Donc, il faut le sortir de ce cycle
de ce cercle vicieux. Donc, il ne faut pas enfermer l'étudiant dans son diagnostic. Ça, c'est vraiment très important. Amenez-le à affronter un peu ses peurs, graduellement s'il le faut, mais il faut le pousser un petit peu. Vous êtes aussi là pour qu'il puisse se développer comme individu. Donc, avant de vous quitter, je vous laisse donc les références que j'ai utilisées, essentiellement les mêmes que celles de la première capsule, quoique les deux premières, c'est celles que j'ai mentionnées pendant ma présentation. Je mets l'accent aussi sur la dernière, je me fais un peu d'autopromotion. J'ai parlé pendant la présentation d'un autre article que j'ai écrit dans la revue Pédagogie collégiale sur les compétitions. Mais ici, j'ai vraiment écrit un article sur l'anxiété de performance et sur les leviers d'action des enseignants. Je reprends des éléments que je vous ai présentés aujourd'hui, mais il y en a pour qui l'écrit, c'est peut-être une méthode d'acquisition qui est plus naturelle. Donc, si jamais vous avez envie de relire Tête reposée, donc, je parle essentiellement de deux leviers d'action qu'on a abordés aujourd'hui, donc le sentiment d'efficacité personnelle et la poursuite de buts de maîtrise plutôt que de buts de performance. Donc, vous allez avoir un peu plus d'informations sur ces éléments-là plus précisément. Si jamais ça vous intéresse, c'est facile à trouver sur Google, donc sur le site aussi de pédagogie collégiale, donc de la QPC. Réduire l'anxiété de performance au collégial, deux leviers d'action pour les professeurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite une belle journée.